la table ronde que je vais animer avec Françoise Nicole, qui travaille à l'Université de Nantes et spécialiste des relations entre littérature et art visuel, comme vous le savez, au XXe et XXIe siècle. Et puis, on va donc avoir le plaisir de recevoir trois spécialistes de la culture dans la région des Pays de la Loire. Emmanuel Garcia, qui dirige le réseau Mobilis, pôle de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire, et qui donc a une vision assez générale et globale de ce que c'est que la réalité des pratiques de lecture, des pratiques de visite littéraire aussi, et des pratiques de résidence d'écrivains en Pays de la Loire. Elle va nous présenter aussi aujourd'hui le premier numéro hors série de Mobilisons, intitulé Littérature ligérienne. Je te laisse présenter Anis Marceau. Oui, on va suivre le même logique, c'est-à-dire essayer d'associer le titre institutionnel et puis ce qui anime les intervenants qui sont là. Donc je voudrais présenter d'abord Agnès Marciotto, qui est directrice de la bibliothèque municipale de Nantes et en même temps directrice du musée Jules Verne et membre, c'est des liens comme ça qui se tissent, du comité littéraire, scientifique et littéraire de la maison Julien Gracq. Artistique et littéraire. Qu'est-ce que j'ai dit? Artistique. Bah non, artistique et littéraire. Et je voudrais qu'Agnès Marceau juste se présente en disant ce qui l'anime dans cette double fonction. Voilà, alors ce que je peux dire pour me présenter un peu plus, c'est qu'en fait, à l'origine, je suis archiviste paléographe, c'est-à-dire qu'en fait, mes études de base, c'est l'école des Chartes, et que ce n'est pas du tout neutre dans l'intérêt, évidemment, que je peux porter au patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, le point de vue duquel je vais parler aujourd'hui, je dirais que c'est à la fois un point de vue institutionnel et personnel. Donc personnel parce que c'est vrai que j'ai toujours été extrêmement attachée à cette notion de patrimoine littéraire et évidemment je me suis posé plein de questions et je continue à me poser plein de questions sur ce qui, de mon point de vue, relève de la transmission et du partage, mais aussi d'un point de vue institutionnel qu'il est peut-être intéressant de préciser. Il se trouve que le patrimoine écrit en France, pour des raisons historiques, il est largement conservé dans les bibliothèques municipales. Ça n'est pas du tout une situation qu'on retrouve forcément dans d'autres pays. Et cette donnée historique, elle est très importante. En fait, ça remonte en fait à la Révolution française. Et ça veut dire aujourd'hui que dans les bibliothèques municipales, en tout cas dans un certain nombre d'entre elles, il y a un patrimoine très important. Et qu'à côté de nos missions dites de lecture publique, nous sommes amenés à nous interroger sur cette dimension-là, que les choix qui ont été faits à l'époque, qui sont des choix politiques, c'est pas du tout par hasard si les révolutionnaires ont décidé que c'était dans les bibliothèques publiques qu'on allait mettre le patrimoine, on aurait pu le mettre ailleurs, en fait induisent les questions qu'on se pose aujourd'hui. Alors le fait que je sois directrice de la bibliothèque et du musée Jules Verne, autre curiosité, c'est simplement que Jules Verne, c'est du patrimoine littéraire, qu'à Nantes, c'est la bibliothèque qui a commencé à y travailler, et que pour un écrivain comme Jules Verne, on a trouvé qu'un musée, c'était pertinent. Voilà, après, on peut justement en discuter. Merci Agnès. Je dois présenter également Cathy Barrault. Il faut comprendre pour Cathy Barrault, il faut l'installer dans ou près d'un triangle, écrivaine, chercheuse, et invitée au titre de fondatrice de la Maison Gueffier, maison d'écrivains à La Roche-sur-Yon, puis fondatrice et directrice de la Maison Gracq jusqu'à très récemment. Voilà. Alors, même question, juste ce qui m'anime, ce qui t'anime. Sans doute plein de choses, mais ce qui revient toujours, c'est le processus d'écriture et le processus de création. Processus, comment on procède, qu'est-ce qui se passe dans ma tête et qu'est-ce qui se passe réellement quand j'écris, quand on écrit, quand chacun écrit. J'anime des ateliers d'écriture depuis toujours, j'ai travaillé beaucoup avec des enseignants, des pédagogues et des chercheurs sur l'atelier d'écriture, c'est-à-dire ce lieu étrange qui est sans doute
un fait social où on écrit pour rien, pour s'essayer. Et j'ai animé des ateliers d'écriture dans des lieux, à l'université, en prison, en hôpital psychiatrique, dans plein de lieux avec des publics différents. Et la notion de public dont parlait Emmanuel tout à l'heure m'intéresse énormément. Le terme d'élitisme ce matin qui a été posé aussi m'intéresse. Et donc, comment on écrit, comment on procède. Et puis, je pense que tout mon travail, dans mon travail d'écrivain qui là est intime, mais qui à un moment est public, hein, où on est invité à parler, à lire nos livres, mes travaux en atelier d'écriture, mes travaux pour la Maison Gracq, la Maison Gueffier, et ce qui a été pour moi à l'origine de la nécessité de créer ces lieux, dont je vous dirai 2 mots tout à l'heure, lieux de résidence et de partage de littérature, c'est sans doute de développer l'esprit critique. C'est-à-dire qu'un texte est toujours situé. Un texte, pour moi, n'importe quel texte est un discours. Discours, c'est-à-dire qu'il est situé. Un texte, que ce soit un poème, une thèse, un article, tout texte est situé, tout texte est constitué de ces rituels socio-langagés dont je parlais ce matin en déjeunant avec Françoise, et que donner le pouvoir, c'est donner les clés pour se dire quels sont les rituels socio-engagés du texte que je suis en train d'écrire. Quand j'ai travaillé avec des chômeurs longue durée il y a longtemps, et qu'ils étaient en grande difficulté sociale, vous avez toute la misère qu'on peut imaginer, il y en a qui ne mangeaient pas tous les jours et tout, mais comment leur donner le pouvoir? Donner le pouvoir, c'est leur donner le pouvoir d'écrire. Comment on fait pour écrire au juge? Comment on fait pour écrire à l'instituteur des enfants? Comment on fait? Et en fait, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de ce que c'est qu'un écrit. Alors après, évidemment, il y a à acquérir du vocabulaire, toutes ces choses-là. Mais comment est-ce que je peux prendre ma place, où je me situe, dans quel champ je suis? Moi, si je veux écrire sur la géographie, en fait, je ne suis pas... Même si avec Julien Gracq, j'ai beaucoup travaillé finalement là-dessus. Mais je n'ai pas le vocabulaire, donc je ne suis pas dans le champ de la géographie. Donc ce vocabulaire, il faut que j'aille le chercher. Et comment on va chercher, comment on se situe, soit, en tant que scripteur, et puis comment... Voilà. Donc c'est cette idée de... En fait, mon action, elle est, je pense que une action modeste, ce qui me meut, c'est politique. C'est-à-dire comment il y en a qui ont le pouvoir, il y en a qui ne l'ont pas. Et comment l'écrit est vraiment... Alors on parle des nouvelles technologies, mais que ce soit une nouvelle technologie, l'écrit sur papier, mes carnets, tout ça, de toute façon, on est toujours dans le même questionnement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un mot, Emmanuel Garcia, de votre projet à travers Mobilis, à votre tour? Merci, mais peut-être me remettre à ma place à côté de Cathy et Agnès, qui tout de même sont, elles, vraiment des spécialistes de ce que je ne suis pas. Mais moi, je me nourris d'une richesse, c'est d'être à la croisée de personnes comme Agnès et Cathy, énormément. Je m'occupe du réseau livres et lecture en Pays de la Loire, donc ma richesse, c'est celle-là, c'est d'être au contact de toutes ces personnes qui agissent, qui travaillent et qui cherchent à travers le livre et la lecture à déployer leurs propres animations au sens de la motivation à travailler. Du coup, Mobilis, donc cette association, elle est le réceptacle aussi de ce que les gens y apportent pour se mettre à réfléchir. Donc, en effet, aux usages, et à double titre, les usages du point de vue du professionnel, que cherche le professionnel quand il est bibliothécaire, auteur, éditeur, libraire, organisateur d'événements, que cherche-t-il à travers ses missions de livre et de lecture, et comment on se représente l'usager qu'est ce lecteur, et quelle adresse on va lui faire. Donc ce lecteur, il peut être visiteur, il peut être usager d'un établissement de lecture publique, il peut être visiteur d'une manifestation littéraire, il prend des formes très différentes, il est client dans une librairie, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous met face à quelqu'un qui est divers, pluriel, et alors comment réfléchit-on pour pouvoir l'aborder? Et l'angle d'attaque de Mobilis, et là en cela je m'y trouve très bien, c'est l'angle de la pratique professionnelle
Et donc comment on se nourrit, on travaille, on mutualise, on s'enrichit les uns les autres pour essayer de faire les choses un peu moins de manière sectorielle et un peu plus de manière interprofessionnelle. Voilà. Merci. Alors la première question, le premier groupe de questions, je dois préciser d'abord d'où viennent ces questions. L'objet de cette table ronde, c'était de s'interroger sur le rapport entre patrimoine architectural et patrimoine littéraire. Et dans la perspective de cette table ronde, on a demandé aux étudiants de master, dont un certain nombre sont présents ici, de vous poser des questions qu'on vous transmet, auxquelles on a ajouté les nôtres et qu'on a réorganisé de manière à essayer d'avancer sur ce sujet. Donc merci à eux pour ce qu'ils ont écrit, les questions qu'ils ont posées. Et je crois que la première question qu'ils avaient envie de vous poser, c'était celle de l'origine du lieu. Comment est-ce qu'une maison d'écrivain ou un musée littéraire naît? Comment est-ce que cette association entre un patrimoine littéraire et un patrimoine architectural s'opère? Est-ce que l'élément déterminant, c'est le fait que l'écrivain ait possédé une maison? Dans le cas de Julien Gracq et celui de Jules Verne, il va y avoir des réponses très différentes. Ou alors est-ce que c'est l'existence d'une collection à valoriser qui est déterminante? Est-ce qu'il y a d'autres logiques qui conduisent à l'installation d'un lieu? Comment est-ce que ces lieux peuvent naître? Voilà. Alors, peut-être le musée Jules Verne. Oui, commençons par le musée Jules Verne. Alors en fait, à Nantes, la décision de créer un musée Jules Verne, ça a été l'aboutissement d'un processus, et qui était en fait un processus de patrimonialisation en l'occurrence. Alors tout à l'heure on a parlé de commémoration, et on s'est interrogé sur le sens et l'intérêt de la commémoration. Jules Verne, c'est vraiment l'auteur qu'on a toujours commémoré. Voilà, c'est un auteur qui a rebondi par commémorations successives. Et il se trouve qu'à Nantes, à partir de 1955, qui était le 50e anniversaire de sa mort, on a en quelque sorte redécouvert un auteur dont on devait savoir vaguement qu'il était nantais, mais sur lequel on ne s'était jamais beaucoup penché. Donc en fait, il y a eu un mouvement qui a été au départ un mouvement sociétal. C'est vraiment la société nantaise, à travers en particulier la société académique, qui a eu envie de remettre à l'honneur les lieux où Jules Verne avait vécu à Nantes, et puis aussi l'intérêt de cette œuvre. Et à partir de 1960, le mouvement ayant été imprimé, le relais a été pris par la bibliothèque municipale. Alors, je parlais tout à l'heure d'une double démarche personnelle et institutionnelle, c'était absolument le cas à ce moment-là. Il se trouve qu'il y avait donc un conservateur de la bibliothèque à l'époque qui était Luce Courbille, et en fait elle s'est emparée du sujet parce qu'elle trouvait que c'était un sujet qui valait la peine. Elle a donc fait un double travail. Elle a commencé à constituer un fonds Jules Verne par des enrichissements, des acquisitions spécifiques. Elle a bénéficié de dons déjà à l'époque, et puis elle a fait un travail tout simple, très technique. Il y avait quand même un petit peu de Jules Verne dans les collections, beaucoup moins d'ailleurs que ce qu'on pourrait penser, et elle a réuni, elle a identifié un fonds Jules Verne. Et puis parallèlement, elle a justement joué sur la commémoration énormément. On était dans les années 1960 et ça correspondait au centenaire de la publication des grands romans. Alors 1963, c'était 5 semaines en ballon, et 1965, de la Terre à la Lune, après 20 000 lieues sous les mers, et en fait elle a créé un mouvement comme ça. Et assez naturellement, lorsqu'on s'est approché de 1978, 150e anniversaire de la naissance de Jules Verne à Nantes, la municipalité a décidé de créer un musée Jules Verne, considérant que les collections rassemblées et le sujet valaient la peine. Et il se trouve qu'à Nantes, le choix, ou le non-choix d'ailleurs, parce qu'on peut éventuellement en discuter, a été fait d'installer le musée dans un lieu où Jules Verne n'a pas vécu. Oui, c'est ça. En général, quand les visiteurs viennent visiter le musée, comme en plus c'est une maison, ils sont tous persuadés que c'est la maison de Jules Verne. Donc il faut toujours qu'on leur explique que non, celle-là, c'est pas la maison de Jules Verne. Voilà. Mais en fait, le choix de ce lieu, il est à la fois totalement contingent. Il fallait bien mettre ce musée quelque part, et les lieux où lui il avait vécu n'étaient pas disponibles ou avaient été assez largement défigurés. Et puis en même temps, il a beaucoup de sens
puisque c'est pas moi qui le dis, c'est Julien Gracq. Il a écrit dans la forme d'une lettre que le musée avait été installé à l'endroit où souvent l'écrivain avait dû venir contempler le fleuve, à l'endroit où il devient la porte ouverte vers le grand large. Donc le musée Jules Verne, de mon point de vue, et quelles que soient les limites après du musée, etc., il est au meilleur endroit qui soit. Mais c'est un musée. Ce n'est pas une maison. C'est la question du symbolique qu'on abordait tout à l'heure. C'est Oui. peut-être un hasard parce qu'il Mais fallait trouver bah, un lieu, oui, c'est un hasard ou c'est une contingence. On ne pouvait pas s'installer dans les lieux où il était né, où il avait vécu. Et en même temps, je ne suis pas sûre qu'on pouvait trouver un meilleur lieu. De ce point de vue-là, l'emplacement est idéal. Pour une maison d'écrivain, la situation est différente. L'hypothèse de c'est le lieu où a vécu l'écrivain, pour le coup, est respectée au moins à la maison Gracq. Mais on pourra parler de la maison Gueffier, qui est un lieu aussi totalement inventé. Oui, alors la maison Gracq, la maison Julien Gracq, on dit toujours Julien maison Gracq. Gracq, mais ça c'est maison Julien Gracq. Julien Gracq est un pseudonyme. C'est vrai qu'on Julien dit Gracq, pas la c'est- maison Verne. Non, on dit pas, non, je ne sais pas pourquoi on dit musée toujours Verne. maison Gracq, c'est maison Julien Gracq. Et donc c'était un pseudonyme, hein, il s'appelait Louis Poirier. Alors l'origine de cette maison, c'est son testament, que je vous ai emporté ici, voilà, symboliquement aussi, hein, c'est la copie du testament, écrit à la main, et donc où il lègue, alors il distribue tous ses biens, et il avait une famille qui avait acquis des biens ici et là, et il lègue à la Fondation de France sa maison, un demi-hectare de jardin, alors vous verrez demain, hein, tout ce dont je vous parle, vous le verrez demain, en escalier qui est vers la Loire, et puis une grande bâtisse que les Florentais appelaient l'ancienne gendarmerie, qu'on a appelée le grenier à sel, dont on vous racontera l'histoire demain, je ne vais pas vous la raconter maintenant, tout à fait passionnante. On a fait des recherches aussi, hein, parce que Saint-Florent ayant brûlé complètement au moment de la Révolution, on n'avait plus d'archives et on a fini par trouver chez les notaires certaines choses. Donc c'est le testament. Julien Gracq donc lègue à la Fondation de France, et ensuite on lui dit que la Fondation de France ne va sans doute pas accepter ce legs. Pourquoi? Parce qu'il émet des conditions, et les conditions c'est d'en faire un lieu de repos et de travail pour les écrivains. C'est exactement ce qu'il écrit. Et le maire de Saint-Florent à l'époque, quand le rencontre, quand il commence à vieillir, et Julien Gracq lui fait part de ce projet de testament, et le maire dit ben, ça risque de ne pas fonctionner, et donc Julien Gracq rajoute 4 ans après avoir rédigé devant le notaire ce testament un avenant à son testament en disant que si la Fondation de France n'accepte pas dans ces termes, ce sera donc la commune qui héritera du bien. C'est ce qui est arrivé, hein, puisque la Fondation de France n'a pas du tout vocation à organiser des résidences d'écrivains. Et donc à partir de ce moment-là, pour vous raconter, je raconte la suite ou pas là, de l'histoire rapidement. Oui, rapidement. Oui, parce que là, il ne vous la racontera pas forcément demain, parce que j'étais toute seule à l'époque, et on ne la raconte pas forcément. Donc la commune de Saint-Florent, à la mort de Julien Gracq en décembre 2007, hérite de ses biens. Elle met 2 années avant d'accepter le bien, parce que l'accepter c'est une chose, mais ça veut dire qu'il faut dépenser beaucoup d'argent pour remettre en état les 2 bâtisses, écrire un projet, travailler avec les architectes et ensuite trouver un budget de fonctionnement. Donc il y a quelques aléas. C'est la région Pays de la Loire qui répond à ce projet et qui prend en main, parce que la petite commune de Saint-Florent, elle n'était pas forcément équipée en personnel et en compétences et financièrement surtout pour s'occuper de ce projet. Donc c'est la région Pays de la Loire qui s'en occupe. Et à partir en 2009 et puis ensuite en 2011, me fait appel pour que j'écrive le projet. Et là, ce qui a été malin, c'est que le projet littéraire artistique a été écrit avant qu'on ne travaille avec l'architecte, et j'ai pu travailler avec l'architecte qui évidemment avait des idées complètement différentes de ce qu'on pouvait imaginer. Et je pense au chalet Mauriac à Saint-Symphorien, où là l'architecte a travaillé avant à rénover ce très beau chalet, mais n'a pas du tout imaginé ce que ça pouvait être des résidences d'écrivains et d'artistes, de cinéastes. C'est écrivains et cinéastes
au Chalet Mauriac. Et là, bon, il y a quelques petites choses qui ne fonctionnent pas parce que c'est pas complètement adapté. Ça marche très bien quand même. Hein. Mais on s'est rendu visite il y a un partenariat entre le Chalet Mauriac et la maison Julien Gracq. Hein. On échange des écrivains. Voilà. Et puis j'ai travaillé avec l'architecte. On a donc décidé de faire 3 appartements. Vous verrez tout ça demain. Quelqu'un disait ce matin que 3 c'était très bien. En fait, oui, c'est ce qui s'est passé. Là. Et de faire donc la maison familiale en maison plus dédiée aux écrivains qui sont là. Et puis le grenier à sel qui est ouvert alors, aux touristes, aux visiteurs, aux chercheurs, etc. Voilà. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on va vous dire demain. On va vous expliquer aussi par rapport à ce qui a été dit sur les résidences ce matin, je pense à ce que disait Anne. Il y a 3 types de résidences à la maison Julien Gracq. Donc là, vous demanderez bien, je ne vais pas vous le dire maintenant, on va prendre de temps pour ça, mais vous demanderez bien quels sont ces 3 types de résidences. Et c'est très très important de voir comment elles sont différentes et comment on n'inscrit pas d'emblée l'écrivain dans un territoire, comme on dit ici. Nous, on dit, moi j'ai plutôt envie de parler de pays, de paysage même. Mais c'est l'écrivain qui décide comment il s'empare de ce paysage. Et c'est donc pas nous, ni encore moins les élus et les financeurs qui vont, c'est important, cette autonomie-là, qui vont décider, mais c'est le comité littéraire artistique finalement qui va sélectionner certains des écrivains, et puis l'auteur. Enfin, la première chose importante, moi qui me semble importante, c'est de faire confiance aux écrivains et aux artistes qui sont dans ces maisons. Hein, quand il s'agit de maisons qui ne sont pas des musées mais des résidences, c'est eux qui vont nous dire, et c'est pas nous qui avons à leur commander des choses, hein, on s'en donne tous les sens de commander, mais c'est le dialogue avec eux avant la résidence qui va peu à peu monter un projet qui sera intimement lié à leur œuvre à eux. Je crois que c'est important. On est là pour les écrivains vivants, pour que leur œuvre à eux avance, travaille, se construise. Mais comment un paysage, une vie au quotidien d'une maison peuvent façonner, même peut-être simplement imbiber. Hein, et quand je lisais le roman d'Emmanuel Ruben, qui est l'actuel directeur, hein, puisque j'ai quitté mes fonctions il y a une semaine, Emmanuel Ruben, qui est l'actuel directeur, qui est écrivain et qui est en résidence en 2014, en lisant son roman, je vois où est la maison et le paysage. Et pourtant, il ne l'annonce pas. Il n'en dit rien. Mais en lisant, je vois comment le processus d'imprégnation du lieu, de vie, à la fois solitaire et à la fois avec l'équipe et avec d'autres écrivains, comment c'est intervenu dans l'œuvre. Et ça m'intéresse beaucoup. Là, on est dans le processus. Hein, on est dans le processus d'écriture, de création. Comment un lieu imprègne un artiste, un écrivain, comment l'écrivain s'empare du lieu, et tous les auteurs qu'on a reçus depuis le début, mais aussi des photographes et des artistes, on voit bien comment, d'une façon extrêmement singulière, et c'est cette singularité qui est intéressante dans l'art, et dont qu'on doit favoriser, et non pas en passant des commandes, comment tout ça se... Déjà, vous nous aidez à dépasser la première représentation qui était la question de l'architecture. Toutes les deux, vous nous parlez d'un lieu. Alors, vous avez de la chance parce que c'est la Loire, c'est la splendeur de ce fleuve, que ce soit à Nantes ou à Saint-Florent. Mais de fait, c'est beaucoup plus large que l'architecture. C'est un lieu, c'est une communauté humaine, c'est de la géographie, c'est des perspectives. C'est pas vrai de toutes les maisons d'écrivains, mais même une maison comme celle de Jo Bousquet à Carcassonne, qui est enfermée dans un centre-ville très très étroit, elle est dans un espace particulier, urbain, qui vient résonner avec l'architecture même de la maison. C'est souvent aussi que je pense que le lieu, il est signifiant pour l'écrivain. Alors pour Gracq, il est extrêmement signifiant, mais pour Jules Verne, même si Jules Verne, il n'habitait pas là, il habitait à Nantes. La maison de campagne de la famille, elle était sur le même coteau de Loire. Donc quand on est dans ce lieu-là, on est vraiment dans un lieu vernien. Voilà, donc je pense que pour Bousquet, ça fonctionne de la même façon. C'est un autre écrivain, un autre univers. Mais je pense qu'en plus, cette question-là, c'est se poser la question de la matérialité d'un patrimoine qu'on perçoit habituellement comme immatériel. Voilà.
Donc c'est vrai que l'incarnation dans un lieu, pour moi, c'est une des premières vertus. Alors c'est une vertu, je dirais, pour la connaissance, et ça fait peut-être référence plutôt aux spécialistes, mais il faut être conscient aussi que c'est une vertu pour le grand public, parce qu'en fait ça donne un rapport sensible à l'œuvre bien plus fort, et c'est surtout que ça, je pense que ça peut amener à s'intéresser à l'œuvre elle-même. Voilà, je pense que ça peut mener au texte. Et ça, c'est tout à fait le pari qu'on a fait nous aussi, et qui est fait sans doute dans beaucoup de maisons. À noter que Julien Gracq avait interdit qu'on fasse un musée. Hein? Oui, il ne voulait surtout pas qu'on fasse un musée, donc on a été très surveillés par Bernard Bott, qui est l'exécutrice testamentaire de l'œuvre, pour surtout ne pas reproduire le bureau et tout ça. Donc on a, en même temps, moi je trouvais ça formidable, parce que c'était un legs qui était un legs à la littérature à venir, et non pas au passé. Donc c'est vrai que le mot de commémoration, Julien Gracq, il n'aurait pas aimé du tout ce mot-là, parce que pour lui, il s'agissait vraiment de mouvement, d'avenir. Et quand on lit son œuvre, et lisez, si vous n'avez pas le temps de lire son œuvre, lisez simplement les premières pages des Eaux étroites. Il nous dit comment toute action, et la promenade par exemple, promenade que vous allez faire demain avec Françoise, ce petit bout de promenade, comment ça le porte vers l'avenir. Et comment, quand il va de sa maison à la promenade en revenant à sa maison, et comment ça, c'est un voyage dans l'avenir. Et c'est absolument... Voilà. Donc on n'est vraiment pas dans du passé. La nostalgie, c'est pas un truc qui l'intéresse. Et c'est vrai que moi, j'ai aimé m'occuper de cette maison et la créer, parce qu'il y avait toutes ces choses-là, et l'inscription dans la confiance dans l'avenir, dans les jeunes écrivains, et ça donne tout son sens au projet et au mouvement qu'il peut y avoir dans cette maison. Bon, on fait partie aussi de la fédération des maisons d'écrivains, et dans cette fédération où je suis allée de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des maisons qui sont vraiment des musées. On a l'impression que ça ne bouge pas, c'est immuable, tout est là dans les maisons. Casquire de Balzac. Ouais. Et alors il y a la maison Balzac en région centre, là où à Sachet, où là il y a vraiment quand même il y a des activités, des événements intéressants aussi. Hein. Et une mise en scène de sa chambre. Mais il y a une mise en scène. Avec tout à fait. Alors Julien Gracq disait qu'il n'y avait que 2 maisons d'écrivains qui méritaient d'être muséifiées comme ça. C'était celle de Victor Hugo, parce qu'il avait lui-même chiné tous les meubles et toutes les choses. Et puis celle de Pierre Loti, évidemment, hein, qui elle, parce que c'était l'intention de l'écrivain. Sinon, il dit, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça qu'en léguant sa maison, il était un petit peu inquiet aussi. Il a dû être conseillé à un moment. Hein. Et je mets sur le site, si vous allez voir sur le site de la maison Julien Gracq, si vous allez voir à maison, si vous cliquez par là, vous verrez un dialogue entre Jean-Paul Dequisse et Julien Gracq, où Jean-Paul Dequisse dit bah, une maison, il décrit un petit peu la maison qu'on a faite, c'était il y a longtemps. Et Julien Gracq dit, vous croyez que ça marcherait ça serait bien, mais quand même. Hein. Et moi je me dis, bah on l'a fait, on l'a fait. Et pardon, je voudrais dire juste une chose, c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une maison d'écrivains qui existait et qui a été complètement démantelée. Et moi ça m'interroge beaucoup, c'est Breton. Hein. Ah oui, absolument. C'est une partie voilà. de la discussion très intéressante, et qui a été démantelée et en même temps reproduite ou figée de manière à ce qu'on puisse revoir le bureau de Breton, sa disposition, etc. À Beaubourg. Oui, un petit peu, parce que tout n'y est plus. Oui, non, mais justement, ça n'a pas été du tout figé, puisque tout le patrimoine de Breton a été numérisé et est accessible sur cet extraordinaire site André Breton. Oui, mais quand même. Voilà, ça interroge. Sur le bureau, moi, ça m'interroge toujours, les bureaux d'écrivains, parce que il y a une question là, qui est sans doute peut-être hors sujet, mais je me pose toujours la question sur, aujourd'hui, nous, écrivains, on n'a pas de bureau. C'est-à-dire qu'on a un ordinateur et on se balade partout. Et on a plein de documents sans doute dans nos ordinateurs. Moi j'ai beaucoup de carnets, j'écris aussi beaucoup en papier, mais quand même on n'a pas tous les brouillons que la génétique textuelle travaille aujourd'hui sur les brouillons. Donc le bureau d'écrivain, ça plus trop. Enfin bon. Non, mais pour Breton,
C'était important. Ben oui, lui-même il l'avait créé, donc ça interroge quand même. Voilà. Alors, Le à cas partir de Breton. de cet exemple de Breton, on pourrait peut-être étendre un petit peu la question en s'interrogeant sur les musées qui n'existent pas ou pas encore, ou les maisons qui ne sont pas encore accessibles. Et je pensais à vous, Emmanuel Garcia, peut-être pour nous dire un peu, nous décrire les projets dont vous avez connaissance, qui sont en train d'émerger, de se faire ou de s'installer. Vous me parliez de la maison de Jean-Loup Trassard. Oui, mais non, mais c'est même pas un projet. Moi, l'idée qui me vient quand j'entends Cathy et Agnès, c'est bien celle-là, c'est que sans moyens, cette maison Julien Gracq aurait très bien pu être un musée animé par une association avec très peu de moyens et donc s'orienter vraiment vers la commémoration au sens le plus matériel du terme, parce que par défaut de moyens, toute la partie, je dirais, intellectuelle et respectueuse du testament aurait eu bien du mal à voir le jour, et que sans volonté politique, ou en tout cas sans volonté, sans voie tracée pour le lieu, alors au sens global, régional, municipal, en fait, ces projets-là ont quand même très peu de... Donc, je vous avais parlé de ça parce que Mobilis a été sollicité en Mayenne par des gens qui disent, n'est-ce pas du ressort de ce réseau-là que de chercher à réfléchir autour de Jean-Loup Trassard, qui, le pauvre, n'est pas décédé, n'est pas disparu. Vivant, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est bien vivant. Sa maison est extraordinaire. Voilà, et les gens me disent, mais alors, comment peut-on faire? Il faut intéresser le conseil régional, qui la drague, etc. pour... voilà. Sauf qu'il n'y a pas de projet. Et puis il y a des enfants, et peut-être qu'il va Il y a aider des sa enfants, maison à ses enfants. et donc il n'y a pas de projet. C'est tout sauf un projet. C'est une velléité future de commémoration, parce que de son vivant, Jean-Loup Trassard est déjà un monument, je dirais, et que tout le monde reconnaît la sensibilité et la consistance de son œuvre, mais voilà. Et puis que la maison et le pays interviennent beaucoup dans son œuvre. Ouais. Ça, Alors c'est vrai que ça, comme le Julien vernaculaire, vraiment, Ce que ça semble signifier, c'est que le critère déterminant, ça n'est pas la volonté de l'écrivain d'être commémoré, comme ça a pu être le cas quand même de Victor Hugo. Ça n'est pas forcément le fait d'organiser sa suite, c'est la manière dont une communauté de lecteurs s'empare de la question. C'est-à-dire que Julien Gracq, il l'a écrit, et en face, il y a eu un écho. Je ne pense pas que Jules Verne ait dit quoi que ce soit sur Nantes et sa volonté future. Mais c'est vrai que le récipiendaire, le réceptacle de cette volonté mémorielle détermine complètement la forme que ça prend. Et du coup, on peut parler aussi, puisqu'on parle de la volonté des auteurs, souvent la forme dont j'ai constaté que ça prenait le plus facilement, je dirais, c'est le versement d'archives, qui du coup, après coup, devient l'enjeu. Donc c'est visiblement ce qui a été le présupposé à la constitution de la mémoire autour de Jules Verne, et on peut le dire aussi autour de Catherine Paysan au Mans, on peut le dire autour de Bazin, de gens qui ont vécu leur région et qui à un moment donné décident de verser leurs archives ici. D'ailleurs, parfois, ils n'y ont presque pas vécu. Et finalement, ils décident de rejoindre, donc les deux exemples que j'ai cités sont bien des gens qui ont vécu sur le territoire, mais ils peuvent aussi décider de rejoindre le dynamisme de valorisation d'un établissement de lecture publique ou d'une bibliothèque universitaire qui a déjà constitué et fait la preuve de ce que ici la valorisation de l'œuvre aurait lieu. Et du coup, le lieu, finalement, il se constitue a posteriori, comme voilà. Je crois que la question du réseau, c'était une des questions dont on a souvent parlé, et on l'entend ici. Une bibliothèque municipale comme celle de Nantes a de la visibilité, elle a un budget, elle est solide, elle va continuer. Une maison d'écrivains a forcément, en tout cas beaucoup de maisons d'écrivains ont une fragilité, parce qu'elles sont dans des lieux où elles dépendent de subventions qui peuvent venir et repartir. Et de collectivités de moindre taille. Alors, si je peux me permettre, j'ai un exemple qui est assez déchirant, c'est l'exemple de la maison René Guécadou, oui, à Louis Fer, qui est une maison d'écrivains qui a
qui a pu bénéficier d'investissements pour être réaménagée, c'est la maison d'école de Louis Fer. L'association des amis de René Dicadou voudrait aujourd'hui à la fois que cette maison vive avec des écrivains contemporains, mais doit respecter un testament, le testament d'Hélène Cadou, qui a fait donation de la plupart des livres, etc., aux archives, donc à vous maintenant, à la bibliothèque municipale de Nantes, mais a dit qu'elle donnait la maison à la commune à condition que la maison reste en l'état, c'est-à-dire que le bureau de Cadou, voilà, avec sa bibliothèque, ses tableaux, sa fenêtre sur la forêt, demeure. La ville, la communauté de communes de là, de Châteaubriand, a pensé d'abord ne pas respecter les volontés. Ces volontés. Et puis ils ont compris que ça n'était pas possible. Bon, c'est question de notaire et de droit de la succession. Et aujourd'hui, c'est une maison qui... Je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'il n'y a pas une volonté, un consensus politique pour dire, tiens, peut-être que... Ouais, et puis un ambassadeur, un public, un ambassadeur, je pense aussi. Les ambassadeurs, ils sont, hein, ils existent. Ouais. Non, mais je pense... Quelqu'un qui sache monter un projet, ça c'est sûr. Cet élément est essentiel, savoir monter un projet. Et avoir une double légitimité, à la fois dans cette structuration de projet, pardon pour l'ingénierie de projet, et en même temps cette légitimité intellectuelle, littéraire, qui permet de faire converger tout ça. Ça demande au fond beaucoup d'éléments pour... Oui, enfin c'est une volonté politique. Moi, si on se retrouve là où on est, c'est qu'il y a un moment un politique qui décide que c'est important, puis qui fait appel à un expert pour monter le projet. Et tu veux dire que les financements, ils arrivent même avant même. Oui, là, il y a, pour la maison Julien Gracq, il y a une volonté de la commune, et puis ensuite une volonté très forte de la région, qui a dû être pugnace pour y arriver. Et puis avec des combats, hein, ça n'a pas été simple. Hein. Ça a été un long parcours. Un parcours difficile. Si on essaie de faire un petit état des lieux des musées littéraires ou maisons-musées qui existent aujourd'hui, je repense à ce qu'écrivait Daniel Fabre, c'était dans les années 2000, donc il y a presque 20 ans. Il écrit qu'une majorité de maisons d'écrivains ou de musées littéraires appartiennent au domaine privé, que là-dedans, il y en a une certaine partie qui ne sont même pas ouvertes au public, et que seule une minorité, finalement, de musées littéraires et maisons d'écrivains relève du domaine public. Et on imagine un peu, de ce fait, les difficultés d'une grande partie de ces maisons et de ces musées. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué? Et dans quel sens? Non, mais je dirais que c'est toujours vrai. Oui, alors il y a quand même la Fédération des maisons d'écrivains qui s'est créée, si ma mémoire est bonne, à peu près dans ces années-là, d'ailleurs, et qui en fait correspondait à la volonté, effectivement, d'avoir, entre guillemets, un poids critique. Voilà. Il y a eu, il me semble, alors là je ne sais pas très bien où il en est, mais il y a aussi le label du ministère de la Culture là, sur la Maison des Illustres. Et donc tout ça, normalement, c'est des moyens pour accompagner les différentes volontés. La Maison des Illustres, on a eu le label, hein, quand il a été créé, c'était à l'époque sous Sarkozy, Mitterrand, le ministre, mais ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas du tout d'argent, on a ça devant la maison des Illustres, on doit être répertorié au ministère de la Culture, point. Il n'y a pas d'argent. Donc ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien, ça n'apporte pas d'argent, mais je ne suis pas sûre que ça serve à rien. Voilà, après c'est peut-être un... Non, j'ai travaillé sur une maison qui a ce label. C'est peut-être un dispositif qui éventuellement a besoin d'être redynamisé. Alors, mais voilà. Oui, ça a besoin d'être redynamisé. Mais là où tu as raison sans doute, c'est que s'il y avait danger pour la maison, c'est un réseau, pourrait quand même être un élément intéressant. Après, moi je crois qu'il y a une question assez bête à se poser. C'est pour ça que j'ose à peine la poser, mais... En fait, il se trouve que pendant très longtemps, on n'a pas patrimonialisé ces lieux, ni même ces collections. Et puis, il y a eu quand même, je vais dire peut-être dans la deuxième moitié du XXe siècle, une montée en puissance. Et c'est vrai qu'après, la société, elle est bien obligée de se poser la question de ce qu'elle a envie
de faire avec vivre. ça, voilà. Et alors pour dire les choses de manière horriblement triviale, et donc je m'en excuse par avance, du rapport qualité-prix. Voilà, donc c'est pour ça que forcément il faut que ça s'accompagne d'un projet. Il faut que ça s'interroge sur les publics. Et puis c'est vrai que du coup, j'ai entendu Cathy le dire à plusieurs reprises, très souvent ça vient s'inscrire dans des projets touristiques. Parce qu'après, on peut s'interroger sur la dimension touristique de tout ça. Mais ça n'empêche que ça participe de la légitimation de ces endroits-là et puis des moyens qui sont donnés pour que ça vive. Parce que sinon, vous imaginez, tous les écrivains quelque part méritent d'avoir un lieu et où on va, quoi. Voilà. Donc effectivement, pendant très longtemps, les écrivains, tout bêtement, ils gardaient pas leurs manuscrits. Comme ça, c'était clair et net. Il n'y avait rien à conserver. À partir de la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle, avec le phénomène Hugo, effectivement, qui a très très bien su construire son propre musée à tout niveau, après, ça devient une habitude, mais forcément, la société, elle est bien obligée de s'interroger. C'est des charges, c'est des immobilisations, qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert? Et alors, je suis d'accord. Et comment choisit-on les auteurs qui vont être mis en valeur de ceux et sur quels critères? Et voilà. C'est des questions Parce qui que sont... là vous rejoignez exactement ce que disait Jean-François La Revel solidité au sujet du patrimoine. Oui. Il y a X années, on ne peut pas garder tout le patrimoine. Mais comment fait-on un choix? Comment perd-on pour ce choix-là? Vous savez qu'on dit qu'il n'y a pas plus révolutionnaire qu'un conservateur, puisqu'il est comme les révolutionnaires, il faut qu'il décide ce qu'il va garder pour l'avenir. Oui, non, mais c'est terrible, c'est une question éthique absolument terrible à laquelle on est confronté tous les jours. Je crois que là, on a eu la réponse, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut essentialiser la question en faisant un panthéon des écrivains? Certainement pas. Ou est-ce qu'il faut juste se demander quel est le lien entre une maison, un écrivain, un projet porté par, comme vous l'avez fait, par quelqu'un de compétent, par un expert, et puis des politiques qui ont l'intelligence de comprendre qu'il y a de quoi faire aussi des affaires avec le tourisme. Enfin, mais c'est vrai que c'est une question très cruciale et assez cruelle. Alors, pour entrer un peu plus dans la maison ou dans le musée, on pourrait peut-être en venir maintenant aux questions d'exposition de la littérature, dont je sais qu'elles sont une grande préoccupation. Et puisque vous parliez de tourisme, est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire comment, dans un musée comme celui de Jules Verne, alors dans la maison Julien Gracq c'était un petit peu différent, je pense, et dans la région Pays de Loire en général, comment est-ce qu'on résout cette tension entre nécessité touristique, attirer un public, et volonté de mettre le texte en circulation, en lecture? Comment est-ce qu'on s'accommode de ces deux objectifs? Quelles sont les possibilités pour exposer la littérature? Grand problème. En fait, Jules Verne, c'est un peu un cas à part, parce que Jules Verne, c'est de toute façon, il a toujours été, déjà de son vivant, le pauvre, il s'en plaignait, à la fois un écrivain et un produit. Alors, quelque part, il est prémarqueté. Comme Victor Hugo. Voilà. Sauf que Victor Hugo, quelque part, en tout cas tel qu'il est perçu, je ne sais pas comment il se percevait l'un et l'autre, tel qu'il est perçu, il est plus le propre artisan de son marketing. Tandis que Jules Verne, il était dans l'écurie Hetzel, parce qu'en fait ils étaient dans la même écurie. Voilà. Dans l'écurie Hetzel, Jules Verne était déjà un produit. Juste pour l'anecdote, il y a des gens à l'époque qui se demandaient si Jules Verne existait vraiment. C'est pas, mais ça vous fait rigoler, mais c'est vrai. Voilà, il y avait, on a des témoignages, on va rendre visite à Jules Verne à Amiens, puisque c'est là qu'il se trouvait à l'époque, et on dit ah, mais vous allez voir Jules Verne, mais c'est pas la peine, il n'existe pas. Jules Verne, c'est un groupe d'écrivains qui écrivent sous un pseudo. Donc de toute façon, Jules Verne, alors d'une part, il est prémarqueté, il est universellement connu. Pas forcément reconnu, mais il est universellement connu. Donc de toute façon, par exemple, même si après la mise en œuvre à Nantes est beaucoup plus compliquée que ça peut paraître, de toute façon c'est presque un produit touristique. Voilà, d'ailleurs il suffit de voir le nombre de parcs d'attractions qui s'en servent. Donc si c'était pas un produit d'appel, ils s'en serviraient pas. Donc nous justement, notre problème c'est comment on fait autre chose que du produit d'appel, et comment quelque part on dit ah, faut un peu revenir à l'œuvre.
Mais voilà, donc de toute façon, Jules Verne, c'est un produit touristique. Voilà. Et en plus, il a une autre caractéristique, c'est que c'est un écrivain qui, tout de suite, alors je crois que c'est, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Flaubert qui interdisait qu'on illustre ses romans, voilà, c'est bien ça. J'ai du Capes de l'année dernière. Bon, alors très bien. Alors Jules Verne n'a jamais interdit qu'on illustre ses romans. Donc tous les produits dérivés et toute l'illustration qu'il y a autour de Jules Verne sont par définition, de toute façon, la spectacularisation de l'œuvre, elle est assurée. Voilà. Donc de ce point de vue-là, on a une facilité. Ce que je veux juste dire là pour conclure sur cette question-là, c'est que à la bibliothèque municipale de Nantes, on ne s'occupe pas que de Jules Verne. On a beaucoup de fonds littéraires, on en a énormément développé. On a le fonds Schwab, on a un fonds autour du surréalisme, et dans notre esprit, il n'y a pas de comment dirais-je, de hiérarchie. Sauf que celui qui a le droit à son musée, comme par hasard, c'est Jules Verne. Les autres sont des fonds littéraires qu'on met en valeur, qu'on essaie de faire connaître. Mais on ne va pas créer un musée du surréalisme à Nantes. Hein. Non, dans le cas du surréalisme, il y a quand même des expositions, il y a oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas permanent. C'est pas permanent, mais voilà. Donc Jules Verne, de ce point de vue, est un peu un cas à part. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir de musée du surréalisme à Nantes? Alors, tout à l'heure, on a dit que pour que tout ça existe, il faut qu'il y ait des pouvoirs publics qui mettent de l'argent. Ben voilà, c'est pour ça. Mais alors là, parce que ça ne fera pas venir le même nombre de personnes. Emmanuel ? Non, et puis avec Cathy, on a participé, je crois, à plusieurs reprises. Tu étais dans les réunions de travail sur la mise en tourisme de la Loire. Tout à fait. On a travaillé, donc on a eu, je sais pas, une petite dizaine de réunions, je dirais, il y a 2-3 ans, autour de cette idée-là. Et donc c'était lancé par une agence proche du conseil régional, qui nous proposait de mettre à disposition le patrimoine littéraire tel que nous le vivions de l'intérieur pour contribuer à cette mise en tourisme de la Loire version Pays de la Loire, puisque celle des châteaux, la Loire des châteaux n'avait plus grand chose à prouver. Alors, donc nous sommes tous partis dans un grand inventaire des lieux qui possiblement pouvaient venir alimenter l'idée d'une application, d'une plateforme qui aurait permis de cheminer. Alors il y avait des gens de la littérature, mais il y avait des gens de l'art, de toutes sortes, de la musique, etc. Et alors, non, mais on ne s'est jamais rencontrés, quoi. On ne s'est jamais rencontrés, puisque parce que nous, on parle contenu, on parle expérience sensible de la littérature, et qu'en tourisme, on nous répond horaire d'ouverture, capacité même d'horaire d'ouverture, c'est-à-dire que du coup, presque être éligible à cette mise en tourisme de la Loire, ça sous-entendait s'engager à être ouvert au minimum tant de... Voilà. Alors, bon, d'abord, donc ça pose la question clairement des moyens. Donc, quand c'est la maison Gracq avec une vraie maison, Julien Gracq, pardon, avec une vraie volonté politique et des salariés même peu nombreux. Mais on rentrait pas dans les critères parce qu'on n'était pas assez ouvert. Donc, alors imaginez combien d'autres lieux absolument intéressants du point de vue du patrimoine littéraire pouvaient l'être. Mais si la maison Julien Gracq ne l'était pas, imaginez. Bon. Et puis ça m'amène à un sujet que je voudrais aborder, c'est la question du non-lieu. C'est-à-dire la question du territoire sans qu'il soit bâti, simplement le lieu soit d'expression de la littérature, d'un travail d'écriture à un moment donné, publié ou non, et puis le lieu de l'auteur tel qu'il l'a traversé, donc les bords de Loire, alors évidemment sont très... Et puis j'irai plus loin, le lieu c'est aussi par exemple Daniel Salnave avec son festival à Savenière qu'elle alimente d'une main de maître chaque année en faisant venir là des auteurs fort réputés, etc. Et tout le monde à Savenière connaît Daniel Salnave, son œuvre, et tous les auteurs qui y viennent sont lus abondamment. C'est aussi un lieu de littérature, c'est un lieu patrimonial en Pays de la Loire. Quand on dit Savenière, on sait que c'est Salnave. Il n'y a pas que le vin. Et qu'il n'y a pas que du chenin magnifique. Mais... voilà. Ça pourrait être entrée
pleinement dans une démarche de mise en tourisme de la littérature, là, si on s'émancipe du territoire, de la littérature, au sens, donc il y a évidemment bien sûr toutes les notions, les résidences d'écrivains, mais aussi les lieux où l'écriture se fait, qui seraient formidables à montrer, à exprimer, etc. Bien loin là, pour le coup, de la notion de commémoration, de mémoire, et de maison d'écrivains, etc. Moi, si j'avais un rêve, ce serait de faire vivre la littérature de cette manière-là, de la faire vivre au sens de la proposer à vivre, puisque ce n'est pas moi qui l'anime, mais de la rendre visible et transmissible et accessible d'une manière beaucoup plus ample que ce que le réel nous offre. Ce réel, c'est que ce sont déjà des lecteurs qui accèdent, déjà des connaissants, déjà des sachants, déjà... Voilà. Est-ce que Cathy pourrait raconter l'expérience de La Roche-sur-Yon? Parce que on parle de groupes, on parle de ouvrir les portes à des groupes. Les touristes sont des groupes qui sont absolument formatés par ceux qui les baladent, mais il y a tout simplement les habitants d'une ville et la manière dont ils vont s'approprier un lieu. Alors, j'aurais voulu que tu reviennes sur ce qui s'est passé avant la création de la maison Gueffier, de manière à ce que cette maison Gueffier, qui est au cœur de La Roche-sur-Yon, soit au moment où elle existe, la possession commune des habitants de La Roche-sur-Yon. Ça ne se fait pas tout seul. Non. Et il y a eu un travail préparatoire. Alors la maison Gueffier, ça c'était avant la maison Grac, dans les années 90. Je réfléchissais sur cette idée. Alors, dans les années 90, on n'était pas du tout... par exemple, la notion d'atelier d'écriture était pour certains nouvelle. C'était quelque chose qui restait confidentiel. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on connaît beaucoup plus. La notion même de lecture publique était beaucoup moins diffusée qu'aujourd'hui. Rencontrer un écrivain, bon, ça paraît étrange, mais c'était moins le cas. Et donc l'idée, c'était que lire et écrire permettait une prise de conscience de sa vie. J'ai travaillé là-dessus, sur ce projet, avec une amie qui est juge et qui me disait qu'on discutait beaucoup sur le texte, la notion de texte. Et pour un juge, la notion de texte, c'est la loi. Et c'est quel rapport ont les personnes qui se retrouvent devant le juge inculpé, quel rapport ils ont au texte. Et elle m'avait dit, et c'est de là qu'est venue toute l'histoire de la maison Gueffier, que elle avait certaines personnes qui étaient complètement illettrées. Et que en prison, elle avait demandé à certains qu'ils aient les moyens d'apprendre à lire et écrire. Et qu'ils ne se sentaient absolument pas coupables de ce qu'ils avaient fait. Et bon, je ne vais pas vous raconter les détails, mais sur les affaires précises, ils n'avaient pas de culpabilité. Ils ne voyaient pas pourquoi ils étaient complices de quelque chose de grave. Et qu'en apprenant à lire, un sentiment de culpabilité arrivait. Et donc, c'était, pas drôle, mais en même temps, oui, mais son travail de juge, c'était que la personne en face puisse comprendre pourquoi il y avait une décision de prise. Et qu'on a beaucoup discuté là-dessus, et là je me suis dit, mais il faudrait un lieu. Il faudrait un lieu où on puisse travailler le texte, travailler la littérature, travailler en atelier d'écriture. Et voilà. Donc ça a commencé comme ça, et on a écrit un projet. Et on a proposé ce projet aux élus de La Roche-sur-Yon, mais dans d'autres villes. Et puis c'est à La Roche-sur-Yon qu'ils ont accepté. Ils étaient en train de créer la scène nationale à l'époque, la scène nationale qui s'appelait le Manège à l'époque. Et ils se sont dit, on va créer quelque chose qui va s'appeler l'atelier d'écriture. Mais il y a eu un travail d'écriture dans la ville à ce moment-là. Alors ça, c'était après. Et puis on a créé ça. Et puis ça s'est inscrit au centre-ville vraiment. Il y avait la médiathèque, le théâtre, le petit théâtre municipal, et puis il y avait l'atelier d'écriture qui a déménagé, qui est devenu la maison Gueffier, maison de patrimoine. La maison Gueffier, c'est une maison classée qui a une histoire à La Roche-sur-Yon. Et dès que j'ai créé ce lieu, j'ai mis en place une action qui aujourd'hui paraîtrait peut-être classique, mais à l'époque c'était pas du tout le cas, que j'ai appelé Écrire ma ville. Et en fait, pendant 3 ans, on est allé partout, y compris dans la rue. On avait une espèce de chariot des 4 saisons. Et on se baladait dans les rues, il y avait des livres, des crayons, des papiers. Et le samedi, on se baladait et on demandait aux gens d'écrire. On leur disait, donnez-moi des mots.
et les gens nous disaient des mots, et puis on écrivait. C'était extraordinaire, hein. Il y avait des gens qui n'avaient jamais vécu de choses comme ça, qui ne lisaient pas et tout. Et pendant 3 ans, on a tenté d'écrire la ville. Il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu un film, et on a fait un livre. On a invité un tas d'écrivains, je pense que c'est Jean Rouault, le premier qui a été notre parrain, et puis plein d'autres écrivains. Alors il y avait Jean Rouault, il y avait Pascal Dessin du Polar, j'avais aussi demandé à des architectes de venir, et on a fait un livre qui s'appelle Écrire ma ville, dans lequel il y a des textes des habitants et des textes des écrivains et des architectes, et on a fait aussi des expos, beaucoup, des expos dans la ville, mais à l'extérieur, beaucoup. Et c'était vraiment, oui, allez, aujourd'hui ça se fait sans doute plus, mais c'était quelque chose de vraiment... C'est-à-dire que les gens... Alors La Roche-sur-Yon, c'est une ville que... Il y a des gens qui disent qu'elle n'est pas belle. Moi, je l'aime beaucoup, cette ville. Mais ça permettait aussi que les choses se disent, et d'une façon poétique, mais en même temps d'une façon qui peut se dire. Comment on dit la ville, comment on arrive à dire les choses qui peuvent être difficiles, comment on dit la laideur en poésie sur une ville. Voilà. Donc c'est ça que tu voulais... Oui, c'est ça. Alors peut-être avant d'ouvrir les questions à la salle, il serait intéressant, Emmanuel Garcia, que vous nous présentiez ce numéro de Mobilisons, la manière dont vous l'avez conçu. Il y en a plusieurs exemplaires en bas de la salle, là, voilà, donc vous pourrez ici. En prendre un. Ce numéro que vous avez vu tout à l'heure, auquel Cathy a contribué, que j'ai à moitié oublié dans la carte centrale que nous avons essayé de réaliser. À moitié parce qu'elle était dans la liste initiale, et c'est juste qu'elle n'a pas été prise en compte dans l'écriture manuscrite, avec laquelle nous avons tenté d'imaginer une carte d'auteur qui n'est plus une carte du coup et qui n'est qu'une déambulation à travers les 150 noms qui sont proposés ici. Alors, ce numéro, il vient d'une boutade qui, comme toutes les boutades, sont mi-sérieuses, pleines de dérision. Je pense que ça rejoindra aussi quelque chose que je vous ai entendu dire, Agnès, c'est que les Pays de la Loire ne sont pas une unité littéraire, ni patrimoniale, ni culturelle. Alors c'était Philippe Forest, le président de Mobilis, jusqu'au mois de juin, qui disait ça souvent, il l'a écrit aussi, et il a tout à fait raison. Et pourtant, la gageure, c'était d'essayer de restituer la littérature en Pays de la Loire et de répondre à 2 contraintes. Comment parler des auteurs et de la littérature qui s'y fait, bien que les Pays de la Loire n'existent pas d'un point de vue littéraire ou culturel. Voilà, donc on est parti dans une forme d'enquête très pragmatique avec John Taylor, qui est un des administrateurs de Mobilis et qui s'occupe à mes côtés plutôt des relations avec les auteurs. Et on a essayé de proposer à la fois des textes de synthèse pour aborder la littérature qui se crée ici depuis... alors pour Philippe Forest, en remontant jusqu'à Scarron, parce que Philippe Forest ne peut pas faire moins. Et puis pour les autres, plutôt depuis les 10-15 dernières années, en poésie, en littérature. Alors la petite chose particulière sur le sujet qui nous intéresse, c'est qu'on a commandé à une vingtaine d'auteurs à l'éloge du lieu. Et c'est bien là qu'on se rend compte que le lieu, pour eux, pour ceux qui écrivent, ça peut être un méandre de rivière, un virage de chemin, un abribus ou des choses bien plus patrimoniales, bien sûr, les Follicifets, des châteaux, des choses comme ça. Donc c'est très beau et ça conforte complètement l'idée que le lieu de littérature doit être un lieu tout à fait immatériel, tout autant que matériel, et que le territoire doit pouvoir se vivre comme une expérience sensible de littérature. Ce serait ça un petit peu l'idée. Et puis on a rassemblé aussi une quarantaine ou cinquantaine de chroniques de livres qui parlent du territoire, qui l'expriment, qui l'évoquent, soit le territoire tangible, soit le territoire rêvé,
puisqu'il y a celui-ci aussi, et je ne sais pas avec qui on disait que la carte n'était pas une bonne idée, et de toute façon la carte n'est pas réalisable, puisque le principe même de la littérature, c'est que le lieu puisse être rêvé, inventé, fantasmé. J'ai travaillé il y a quelques années sur un projet d'application de géolocalisation littéraire, et à l'époque c'était dans la région centre plutôt, Poitou-Charentes, Limousin, etc. Et il y avait Françoise Sagan qui nous donnait bien du fil à retordre, puisqu'elle parlait beaucoup, et assez mal d'ailleurs, mais beaucoup de Limoges. Et les collègues de Limoges qui venaient aux réunions de travail autour de ce projet disaient « mais elle n'a jamais mis les pieds à Limoges. Ce qu'elle dit n'existe pas, les rues ne correspondent pas, c'est impossible. » Or, l'outil qui a été, donc en forme d'ellipse pour rejoindre ce qui se disait précédemment, l'outil qui a été prévu disait il nous faut des coordonnées satellites pour géolocaliser les lieux, absolument. Et comment faites-vous quand voilà, le lieu n'existe pas, ou comme je le disais à Mathilde, quand à travers le livre que vous évoquez, la personne n'a fait que traverser sur une autoroute un fragment que vous voulez évoquer, parce qu'il est allé manger dans un resto grill, je ne sais où, donc une espèce de lieu non-lieu. Alors, donc le rattachement géographique se fait, mais au fond, ce n'est pas la géographie qu'il évoque, ce n'est pas le lieu, mais bien d'autres choses. Donc, oui, les lieux des écrivains sont des lieux inventés. Cependant, on écrit avec des cartes. Moi, j'ai toujours des cartes autour de moi. Et Julien Gracq avait des cartes. Bien sûr. Et quand il écrit la presqu'île, c'est pas la presqu'île, c'est inventé. Le parcours de son personnage est inventé. Cependant, il a quand même une carte de la presqu'île. Bien sûr. Donc en fait, c'est comment, avec une carte, rendre on transforme toute cette les choses et évocation. on fait de la fiction. Voilà. Les lieux pour les écrivains, ce sont des fictions. Mais pour nous aussi, ce sont que des représentations. Hein. Oui, mais dans la rencontre, du coup, avec la recherche, ce qu'on disait tout à l'heure, l'ergonomie cognitive et le besoin de la base de données, sans aller jusqu'à des mots compliqués. La base de données, elle est antinomique avec l'idée même de rendre compte de la littérature. Je plains bien Agnès Marceau qui se lance dans ce travail-là pour Jules Verne. Comment ça se fait? Oh, mais d'autres l'ont fait à ma place. De toute façon, Jules Verne sert à tout, c'est d'ailleurs une de ses vertus, Oui. y compris, c'est l'occasion de le... Et bien je le dis vraiment aussi sérieusement que possible. Par exemple, c'est l'occasion de rappeler que c'est pas par hasard que l'agence de coopération s'appelle Mobilis, puisque c'est emprunté à Jules Verne. Donc vous voyez bien que ça sert à tout. En fait, c'est vrai. Et ça permet de mobiliser. Mais en fait, c'est dans l'autre sens. C'est que tout le monde... Alors apparemment, je n'étais pas encore née, moi. Tout le monde débattait, et puis... le mot arrive et tout le monde dit bah non mais Mobilis, mais ça fait téléphonie, ça fait ce que tu veux, ça fait pas du tout livre, ça ne va pas. Et un jour Philippe Forest est arrivé et dit c'est bon. Et a légitimé le Nautilus. Absolument. Bon, je suis pas sûre que ça nous serve beaucoup, à part le fait d'être mobile et de rester petit. Et puis faire des jeux de mots, mobilisons et tout ça, c'est pas bien. Un submersible, bon d'accord. Voyons-le comme ça. À noter aussi que l'écrivain préféré de Julien Gracq, c'est Jules Verne. Et pourquoi on a des... Et il dit, Julien Gracq écrit beaucoup sur ses lectures, sur les écrivains. Il n'y en a un seul, parce que même Proust, il n'y a pas droit, qui n'écorche jamais, c'est Jules Verne. Voilà, vous trouverez dans la bibliothèque de Julien Gracq demain toute une collection de livres de Jules Verne. Junger quand même. Hein? Il y a Junger et d'autres, quelques autres. Alors est-ce qu'on ouvre les questions à la salle? J'ai plusieurs remarques dans la correspondance entre Hetzel et Jules Verne. Jules Verne pousse vraiment Hetzel à médiatiser ses œuvres et à les illustrer. Et il lui dit aussi de temps en temps comment les illustrer. Il lui dit comment les illustrer. Oui, mais il ne pousse pas à les illustrer. Je vous laisse terminer, je vais vous répondre. Vraiment. Il aide, oui. Et à la médiatisation aussi. Donc, qu'il se plaigne, entre guillemets, hein, je reprends peut-être en soulignant et en grossissant un peu le trait,
qu'ils se plaignent après, aujourd'hui encore, qu'il soit utilisé à toutes les sauces, il l'était déjà au 19e. Ah ben, Il a tout fait. de toute façon, aujourd'hui, il se plaint plus. Oh, il n'a pas tout fait. Non, aujourd'hui, il se plaint plus. Bon, ça c'est une certitude. Mais je vous garantis qu'il s'est beaucoup plaint. Et puis, alors, pour sortir ou désenclaver le livre ou l'art en général, parce que l'art fait peur encore de nos jours. Je vous ai dit que j'avais créé des salons du livre donc, en 1989, donc c'est pas hier. J'ai lâché le truc il y a quelques années. Il y a 10 ans, avec ma cousine qui a dirigé un auditorium, donc musique classique, musique élitiste, etc. Vu que nous sommes aussi folles l'une que l'autre, nous avons imaginé un partenariat entre le stade de l'OL et l'auditorium de Lyon, pour voir. Donc nous avons vu des matchs de football, ce que nous n'étions jamais allés voir de notre vie, ce qui nous a donné une idée d'un sport dont nous avions, sur lequel nous avions moult préjugés. Quant au public, certains personnes de ce public est venu à l'auditorium, certains joueurs aussi, à notre grand plaisir, mais certains joueurs aussi. Donc désenclaver l'art en général, ça peut se faire. J'ai envie de dire, il suffit d'oser être suffisamment dingue tout à fait. pour créer des trucs auxquels personne ne s'attend. Et ça marche. Ouais, je suis d'accord. On organise là, j'en profite, je fais un petit coup de pub, pendant les Utopiales qui se tiennent début novembre, fin octobre, début novembre, un festival remix. Et on propose aux organisateurs de festivals littéraires de venir réfléchir avec nous comment justement réinventer les contours d'un genre, d'un style, donc en utilisant les méthodes de design créatif pour essayer de brouiller les pistes, de brouiller les habitudes. Et on aura à nos côtés quelques organisateurs d'événements hors du champ du livre, de manière à pouvoir aussi nourrir les pratiques. Donc quelqu'un de la moto, quelqu'un du cinéma, quelqu'un de la musique. Et voilà. Est-ce que les étudiants ont peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu? Voilà. À Jules Verne, on a vu qu'il était très important, qu'il a un impact sur la ville de Nantes et de manière mondiale. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi finalement il est si peu étudié dans les universités et dans les écoles? Parce que finalement, c'est un auteur majeur, donc pourquoi le réduire à un certain type de littérature plutôt jeunesse? Pourquoi ne pas le découvrir d'un côté littéraire plus poussé? Alors, en fait, c'est son drame depuis le début, et ça rejoint ce qu'on disait. C'est un auteur qui a été très formaté et qui n'a réussi à percer en littérature qu'à partir du moment où il a accepté de se couler dans ce qui est quand même un moule, le moule Hetzel de l'éducation et de la récréation. Donc il a été considéré comme un écrivain pour la jeunesse. Il a énormément souffert de cette situation de son vivant, puisqu'il a dit que le plus grand regret de sa vie était de n'avoir jamais compté dans la littérature française. Mais aujourd'hui, la situation, elle a beaucoup évolué quand même, parce qu'au fil du temps, il a intéressé un certain nombre d'écrivains qui, eux, étaient considérés comme sérieux, Julien Gracq, Michel Butor, etc. Et donc, récemment, il y a un événement qui est peut-être passé un peu inaperçu, mais qui est extrêmement important, c'est l'entrée de Jules Verne dans la Pléiade. Voilà, parce qu'en fait, pendant très longtemps, la Pléiade lui était interdite. Et donc aujourd'hui, ce sont des universitaires qui font entrer Jules Verne dans la Pléiade, dont un Nantais d'ailleurs, en tout cas qui a beaucoup travaillé à Nantes, qui est Steinmetz. Steinmetz, il n'a jamais travaillé sur Jules Verne avant la Pléiade. Mais ça, c'est merveilleux. Moi, je trouve ça extraordinaire. À partir du... Non, mais je le dis très sérieusement. Non, mais mais pas du tout. Il n'y a aucune ironie. Je trouve merveilleux que ce soit justement non pas les verno-verniens, mais d'autres spécialistes de littérature qui fassent ce travail-là. Ils ont lancé un premier volume très prudemment. Parce que d'habitude, quand on rentre dans la Pléiade, on rentre avec toute son œuvre. Là, ils se sont dit,
62 romans, pas tous très intéressants, on va y aller doucement. Et là, il n'arrête pas de continuer à publier. Donc de toute façon, je crois quand même que cette reconnaissance universitaire, elle est en bonne voie. Et de la même façon, aujourd'hui, Jules Verne, effectivement, est davantage étudié à l'école. Voilà. Alors vous avez raison. Moi, par exemple, à ma génération, formée au Lagarde et Michard, il n'y a pas Jules Verne dans le Lagarde et Michard. Voilà. C'était très révélateur. Bon, mais voilà. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il est intéressant, parce que c'est un cas d'école. Donc il y a plein de choses à en faire. Peut-être juste pour enchaîner sur cette question, vous voulez poser votre question? Oui. Je voulais savoir, est-ce que Jules Verne, en fin de compte, n'aurait pas été étudié en fin de compte à l'école parce que tout simplement on le lisait tous à la maison? Non, c'est pas la raison. Et en fin de compte, les instituteurs ou professeurs, en fin de compte, n'ont pas pensé à l'étudier à l'école. Non, il fut une époque que j'ai encore connue où on considérait qu'il n'était pas digne d'être étudié, même si les choses ont beaucoup évolué. Plein de raisons. Après, peut-être, est-ce que ce serait pas aussi peut-être une question peut-être de région aussi? Non. Et il a eu un moment de purgatoire tout à fait terrible, parce que quand Hachette a racheté Hetzel, Hachette a beaucoup publié des éditions tronquées. Alors évidemment, la valeur littéraire avait moins de facilité à apparaître. Si on reconstitue un peu la chronologie de la réception de Jules Verne, avec ce troisième volume de la Pléiade, d'ailleurs c'est, je crois que l'une des librairies de Nantes, là, du cours des 50 otages, en fait toute sa vitrine sur ce troisième tome de Jean-Luc Steinmetz. Est-ce qu'on ne peut pas considérer l'hypothèse que ces commémorations verniennes auxquelles ont participé les villes d'Amiens et de Nantes dès le début du XXe siècle, mais aussi très fortement depuis les années 70-80 avec la création des deux musées, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces commémorations qui ont été vraiment prises à bras-le-corps par toute une communauté municipale ont eu aussi un impact dans le développement des recherches verniennes, dans le changement de regard sur l'œuvre, puisque, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait un centre de recherche à Amiens, un centre de recherche à Nantes qui voit jour à peu près au même moment. Est-ce que vous voyez une corrélation? Ça fait partie d'un mouvement d'ensemble, mais je crois vraiment que le travail, il a surtout été fait d'abord par les écrivains. Moi, je pense que ce qui a permis à Jules Verne de commencer à sortir du purgatoire, c'est le texte de Butor en 49. Voilà, ça je suis absolument persuadée. D'abord, Butor écrit des choses absolument éclairantes sur Jules Verne, et après, d'autres s'en sont saisis. Il y a eu l'épisode Michel Serres qui a de l'importance aussi, voilà. Mais je pense qu'on aurait pu continuer à le commémorer justement sans que ça devienne, sans que, ça c'est Butor qui le dit, sans qu'enfin on lui applique les éléments d'une critique sérieuse. Bon, il a fini par en sortir, tant mieux pour lui. Il l'a tellement attendu, et en plus c'est une matière intéressante. Donc c'est bien qu'on ait fini par le faire. Nathalie, il y a encore une question. Sur l'extension du domaine. Salut, Sur l'extension du domaine, puisqu'effectivement, alors je me suis plutôt précipitée dans l'article de Philippe Forest, où je vois qu'en fait il ne fait pas commencer le roman ligérien à Scarron, mais à Honoré d'Urfé. Et c'est 50 ans avant. Ah ouais, avant, d'accord. Et je me mette à jour. Et Honoré d'Urfé n'est pas originaire des Pays de Loire, il est originaire de la Loire, du département de Loire. Ouais. Et alors donc question de... et du coup c'est deux extensions. C'est la question de l'extension géographique, littérature ligérienne. C'est la question de l'extension générique. Ça c'est le roman ligérien, mais est-ce qu'il y a je veux dire, la question des genres, il n'y a pas que le roman, même si aujourd'hui c'est devenu le genre qui phagocyte tous les genres et puis qui écrase un peu tous les genres, toutes les modalités d'expression. Non, parce qu'on parle de la poésie juste après, en fait. Il y a plusieurs actifs. Par Philippe Forest. Ah non. Non, mais Philippe, lui, il a voulu parler de roman, bien sûr. Oui. Mais enfin bon, c'est aussi plus globalement sur le projet, c'est aussi... parce que ce matin, dans l'introduction de Mathilde,
elle a parlé de roman comme étant effectivement un support. Et voilà, il y a cette extension-là. Et puis il y a une troisième type d'extension, qui est l'extension chronologique. Ça, évidemment, vous pouvez sans douter que je me pose cette question-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on est à la fin de la journée, là, et en dehors de cette citation de Scarron, on a entendu parler que d'écrivains du 19e et 20e siècle. Or, la notion de patrimoine dépasse peut-être un petit peu les 200 dernières années. Enfin, je sais pas. Mais... Alors justement, là, le travail qui a été fait est essentiellement sur de la littérature contemporaine et de la poésie contemporaine, celle qui vit actuellement sur le territoire. Je crois que c'est très important, en effet, mais ça croise, je crois, des échanges que vous avez déjà eus plus tôt dans la journée. C'est indispensable de pouvoir faire vivre cette littérature contemporaine qui se crée. C'est pour ça que moi aussi, la notion de commémoration me semble être figée, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est comme si elle arrêtait la pensée à une certaine période. Et donc, dans le cadre de la base de données, viendrait très vite la question de jusqu'où on va, à partir où on s'arrête, etc. Ce qui pose certainement quelques problèmes, puisque par exemple, autour des rencontres GRAC, on voit à quel point les rencontres GRAC, donc qui se tiennent chaque année pendant plusieurs jours autour de l'œuvre de GRAC, on voit à quel point la littérature contemporaine peut se nourrir de cela. Et alors, on n'en parlerait pas? C'est même plus que ça, parce que les échanges, j'étais aux Journées GRAC la semaine dernière, mais c'est vrai que les échanges, ils dépassent Julien GRAC lui-même. Bien sûr. Ça peut reculer dans le passé, oui. beaucoup. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Oui, mais justement, c'est ça. C'est une littérature qui suit le temps. Il ne faut pas opposer, on ne peut pas opposer le contemporain et le passé. Ce qui est intéressant justement dans ce qu'on vient de dire, c'est que c'est la littérature, tout simplement. Et en même temps, on voit bien que la commémoration, c'est vraiment un point important pour trouver des financements, donner une légitimité, qu'on y croit ou pas, qu'on accepte ou pas que cette légitimité soit... La commémoration, c'est un moyen pour donner c'est une façon d'avoir des moyens supplémentaires, mais il ne faut pas négliger que c'est aussi un moyen de médiation. Ça fait connaître à un plus large public que le public a priori intéressé. Voilà, donc ça a quand même cette... Enfin, moi, je pense que ça a quand même cette vertu. C'est pas... Il y a des côtés peut-être un peu... Ça a ses limites, mais ça a aussi cet intérêt. Oui, mais si on veut que les gens lisent... Alors, c'est ça. Après, il ne faut pas prêter qu'aux riches. C'est quelle médiation et pourquoi on fait ça, et voilà. Donc, et en même temps, il y a un certain nombre d'écrivains qui ne sont pas tellement commémorés, des écrivains plus anciens que le 19e siècle, effectivement, qui le mériteraient. Oui. C'est bien pour ça que... Qui le mérite? Ça ne peut pas être... Pardon? Qui le mérite? Oui, c'est ça. C'est bien pour ça que la notion de commémoration ne peut pas être la clé d'entrée, à mon sens. Ça se peut pas. C'est parce que très vite, vous allez introduire des exceptions. Très vite. Et nécessaire. Derrière ma question, il y a aussi une inquiétude qui est celle finalement que l'argent va à l'argent. Oui, on prête qu'aux riches, c'est ce que je disais. On prête qu'aux riches, on peut le dire de plusieurs manières, c'est-à-dire que c'est sur des gens connus qui ont déjà des maisons, qu'on fait des commémorations, exactement, des expositions, qu'on fait des éditions, on organise des colloques. Alors vous allez me dire, on est en train de documenter l'œuvre en faisant ça, d'accord? Oui, mais enfin bon, il y a pas que quoi. Et il y a tout le reste. Tout à fait d'accord, mais ça c'est sûr. Et de la même façon, effectivement, que la notion j'étais très sensible à ce que vous avez dit sur l'opposition entre le bâti et le paysage, parce qu'effectivement, on va avoir tendance, et je crois que les financements vont aller vers le bâti, au détriment des paysages. Alors que c'est aussi important les paysages. Je suis pas sûre. Mais je sais pas, ils sont pas tellement protégés souvent. Non, c'est sûr. Moins que le bâti en tout cas. Et moins commémoré. Et le Lignon par exemple, qui pourrait en être un exemple, parce que récemment, vous savez qu'il y a eu un film tourné à partir, les amours d'Astrée et Céladon, tourné à partir de l'Astrée. Et donc, évidemment, le nom de l'auteur du film échappe, on a archi connu ici. Ça reviendra tout seul. Bon, et en fait, il est allé voir sur place dans la Loire pour essayer de tourner sur les bords du Lignon authentique, et il a dit, non, c'est pas la peine. Il n'a pas retrouvé le paysage.
il était question. Ah bah oui, non mais bien Éric sûr. Romer. Ça, je Éric Romer. Merci, Bien Éric, comme c'est ça. bien utile de faire ce moment. Bon, donc, Tout à fait. Bah oui, oui, oui. Bon, Bon bah voilà. Ouais. Bon, une petite phrase de Julien Gracq quand même. Hein. Le français, qui se figure malaisément ses leaders politiques sous un autre aspect que la rangée de tête d'un jeu de massacre, croit les yeux fermés sur parole à ces grands écrivains. Il les a peu lus. Mais on lui a dit qu'ils étaient tels, on le lui a enseigné à l'école. Voilà, ça c'est la littérature à l'estomac et la tension entre patrimonialiser des écrivains, mais surtout pas se mettre vraiment à les lire. Bon, ben, merci beaucoup pour ces échanges.